Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture dans lequel nous allons parler de livres de Noël. C'est-à-dire que dans le titre, il y a le mot Noël. Voilà. Et je vais également vous parler de livres que j'ai reçus de chez Albin Michel. Voilà. Alors, dans les livres que j'ai reçus de chez Albin Michel, il y a ces 3 livres, donc notamment le 3e tome des Chroniques de Bond Street de MC Beaton. J'ai pas encore lu le 2, j'avais lu le 1 que j'avais bien aimé. Alors je pense que c'est la même chose pour chaque tome. Il y a 2 histoires en fait. Alors, je vérifie si c'est le cas. Les Chroniques de Bond Street. Oui, voilà, il y a 2 histoires. Il y a Colonel Sandhurst à la rescousse et la dernière saison. Et dans le premier tome, en fait, j'avais lu les 2 histoires d'affilée et je trouvais que ça aurait été mieux que je les lise de façon séparée. Donc, c'est sûrement ce que je ferai pour les tomes 2 et ce tome 3. Voilà. J'ai également reçu le dernier Lisa Gardner qui, je pense, sera ma prochaine lecture au premier regard qui va sortir le 4 janvier. Voilà, donc numéro 1 du suspense aux États-Unis. Vous avez vu le bandeau, je peux donc l'enlever pour apprécier cette sacrée couverture. Voilà, donc dans ce livre, on va retrouver les 3 héroïnes de Lisa Gardner, donc l'agent du FBI Kimberly Quincy, le commandant Didi Warren et Flora Dane. Alors, j'en ai lu plusieurs de Lisa Gardner, mais je ne les ai pas tous lus. Le dernier que j'ai lu, c'est Retrouve-moi, où il y avait déjà Didi Warren et Flora Dane, et après je sais plus du tout. Elle en écrit beaucoup, elle en écrit vraiment beaucoup, et j'en ai lu peut-être que 2 ou 3, j'arrive pas à trouver un endroit où il y a la liste. Ah oui, non mais elle en a vraiment écrit beaucoup. Dans la série Didi Warren, eh bien justement, il y a Retrouve-moi, il y a N'avoue jamais qui est dans ma palle, Sauver sa peau, La maison d'à côté, je crois que j'avais lu La maison d'à côté, Les morsures du passé, Preuve d'amour, Arrêtez-moi, Lumière noire, à même la peau. Donc tout ça, ça fait 9 livres. Dans la série FBI Profiler, il y a 3 livres et dans la série Tessa Léonie, il y a 2 livres. Je me demande si j'avais pas lu. Famille parfaite, ça me parle. Avec Tessa Léonie justement. Voilà, donc ça fait 10, 14, c'est le 15e. C'est le 15e livre. Donc j'en ai beaucoup à rattraper. Mais en tout cas, celui-ci, je compte le lire très vite. Et puis, j'ai reçu L'ombre de Franck Olivier, avec le bandeau citation de Jean-Christophe Granger. L'ombre est un thriller majeur, glacé, implacable, magistral. Vous avez vu le bandeau, donc je peux l'enlever également. Voilà. Alors, j'ai été attirée par ce livre, par la 4e de couverture que je vais vous lire. Il ressentait avec une égale puissance la présence de Dieu et le besoin de Dieu. Prêtre aux États-Unis, exfiltré à Rome, exilé en Indonésie, Patrick Holman s'est livré à une série de meurtres barbares avant d'être arrêté et exécuté. 20 ans après sa mort, un corps mutilé dans les montagnes de Californie ranime son souvenir. Est-ce une émule ou plutôt un disciple qui a commis cet acte atroce? L'agent spécial Michel Ventura se tourne vers Nicholas Foster, célèbre écrivain et profiler devenu consultant du FBI. Fasciné par Holman, il s'est nourri de la pensée du prêtre pour disséquer la mécanique du crime, mais jusqu'à quel point? Cet auteur, je crois pas que ce soit, il y a rien d'écrit, je crois pas que ce soit une suite, enfin il me semble que c'est bien un tome 1, alors c'est peut-être pas même un tome 1, c'est peut-être un one shot, mais voilà, bon, il me tente beaucoup. Donc L'ombre de Franck Olivier. Voilà, c'est tout pour les livres que j'ai reçus. Eh bien, on va passer aux livres que j'ai lus. Alors, voici les livres dont je vais vous parler. On a différents styles. Alors, on a un roman policier, La disparue de Noël de Rachel Abbott chez Charleston Noir. On a un tout petit livre, également roman policier d'Anne Perry, Un Noël à Eaton Square. Nous avons All I Want for Christmas d'Emily Blaine chez HarperCollins Poche et un recueil de nouvelles dont le titre de ce recueil et le titre d'une nouvelle c'est Le Clocher de Noël, présenté par Roland Lacourbe chez Archie Poche.
Eh bien, je vais vous les présenter dans l'ordre inverse. Voilà, le dernier sera le premier, d'accord? Alors, ce recueil de nouvelles, j'avais organisé une lecture commune autour de ce livre, de façon à ce qu'on puisse se suivre en lisant nos nouvelles avec un découpage d'une nouvelle par jour. On a commencé le 1er décembre, il y a 13 nouvelles, on a donc terminé le 13 décembre et c'était assez sympathique. Alors, les nouvelles, au niveau de la taille des nouvelles, c'est assez inégal puisque on a des nouvelles qui font 20 pages et on en a... Oh, enfin, ça c'est inégal, j'exagère. C'est entre 20 et 40 pages. Ouais, c'est entre 20 et 40 pages. Je me demandais s'il n'y en avait pas une qui était un peu plus longue que ça. Mais en regardant, non, j'ai pas l'impression. Donc voilà, entre 20 et 40 pages et peut-être une moyenne à un peu moins de 30 quand même. 25-30 pages. Alors, le point commun de ces nouvelles, ce n'est pas Noël. C'est plutôt, ce sont des crimes impossibles. C'est mis le clocher de Noël et autres crimes impossibles. On est un peu dans le cas de meurtres dans des pièces fermées, type Le mystère de la chambre jaune que je compte relire au mois de janvier, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie un peu des livres, des romans policiers de base avec certains Edgar Allan Poe, d'ailleurs qui sont cités, je crois, dans le prologue. Et donc là, en fait, ce qui est indiqué, c'est que Roland Lacourbe, il est spécialiste des crimes en chambre close. Voilà, le fait que, on retrouve une personne assassinée dans une chambre fermée, personne ne pouvait accéder à cette chambre, elle est fermée de l'intérieur. Enfin voilà, les choses vraiment qui paraissent totalement impossibles. Et donc, on a comme ça des petites nouvelles. Alors, elles sont assez inégales au niveau de l'intrigue et au niveau du dénouement. Il y a des nouvelles avec lesquelles j'ai plus accroché que d'autres et il y en a certaines où le dénouement je me suis dit ouais, et d'autres où je me suis dit ah, mais ce dénouement il est assez incroyable. On a bien l'indication de l'année de l'écriture ou de la parution de la nouvelle. Donc on a toute une préface et puis je crois que c'est par ordre chronologique. On commence avec une première nouvelle qui date de 1897. Voilà, on a 1897. Ensuite, on a à nouveau 1897. Celle-ci, elle est un peu plus importante. Puis 1901, etc. Je ne sais pas si les dates sont indiquées dans l'espèce de petit sommaire. Non. À noter qu'on a beaucoup d'auteurs que je ne connaissais pas, mais on a Maurice Leblanc. Et puis, on a une nouvelle d'Arthur Conan Doyle avec Sherlock Holmes. Donc ça, c'est assez rigolo. Alors, il y a des nouvelles, comme je dis, que j'ai beaucoup appréciées. Il y en a que j'ai trouvé hyper modernes au niveau du dénouement. Je me suis dit, c'est quand même un dénouement niveau biologie, etc., digne de dénouement qu'on pourrait avoir maintenant, en 2022. Donc, c'était assez fou, en fait. Et puis, on a une ambiance globalement qui est un peu ambiance anglaise du début des années 1900 qui me fait penser à Anne Perry et je vous parlerai d'Anne Perry un peu après. Voilà, donc j'ai pas apprécié toutes les nouvelles. La toute dernière, c'est Le Clocher de Noël qui donne justement son nom à ce recueil de nouvelles. C'est pas du tout la nouvelle que j'ai préférée. Même si toutes les nouvelles ne se passent pas à Noël, au final, on a quand même cette ambiance particulière, comme je vous dis, un peu de ambiance anglaise du début des années 1900, parfois dans des grandes maisons, etc. Et donc, globalement, ça... Même si c'est pas Noël, ça nous met quand même dans une certaine ambiance et tout, qui est assez agréable. Voilà, donc j'ai passé un très bon moment, c'était très agréable. Et puis voilà, ça m'a donné envie de relire Le mystère de la chambre jaune, donc plutôt positif par rapport à ça. Voilà, donc chouette moment avec ce recueil de nouvelles chez l'Archipoche. Alors, je continue avec All I Want for Christmas d'Emily Blaine chez HarperCollins Poche, qui est un tout petit livre qui fait, parce qu'il y a souvent
un chapitre d'un autre livre sorti, le premier chapitre. Donc si on enlève ça, on est à 203 pages. Il se lit extrêmement vite. Bon, les pages sont globalement bien remplies. Bon, là, je vous montre, mince. Je vous montre une page avec plein de dialogues, mais à la fin, il n'y a pas de dialogue. À la fin, il n'y a pas de dialogue. Ça donnera peut-être une impression d'un peu plus rempli, quoi. On n'a pas 3 lignes par page non plus, mais voilà. Alors, j'ai lu ce livre parce que j'avais lu Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés et T'embrasser sous la neige, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Deux livres qui m'ont fait connaître Emily Blaine, donc j'avais bien envie d'en découvrir d'autres. Là, j'ai moins accroché, donc histoire plus courte que les histoires que j'avais pu lire. Construction assez classique, quoique la toute dernière partie est assez originale. En fait, dans ce livre, on suit Emma, principalement, à 99%, on suit Emma, et bah voilà, elle est célibataire, etc. Mais elle a tout un groupe de copains, et notamment elle a son meilleur ami, Yann, qui a une place extrêmement importante dans sa vie, qui connaît tout d'elle, enfin, ils ont le même humour. Quand ils ont une discussion, c'est très difficile pour les autres du groupe d'amis de s'insérer dans cette discussion parce que c'est vraiment des échanges très rapides avec bah, on sent qu'ils se connaissent, ils ont une certaine, comment dire, complicité qui saute aux yeux de leur entourage, mais eux, ils s'en aperçoivent pas forcément. Voilà. Et puis, bah, petit à petit, en fait, et bien, ils vont se rapprocher, etc., etc. Voilà. Donc, c'est assez court. On voit le truc arriver. Ça arrive. Et puis, là où c'est un peu original au niveau de la construction, c'est qu'en fait, bah, comme je disais, Emma, on la voit dans 99% du livre, enfin un petit peu moins, peut-être 97%, et puis les 6 dernières pages, du coup, sont consacrées à Yann, qui, lui, va reprendre l'histoire en très résumé, mais voilà, donc ça c'est assez sympathique, mais sinon, bon, heureusement que ça se lit vite, parce que c'est pas trop mon style, alors certes, il y a le côté Noël et tout, mais peut-être un peu moins que dans les 2 autres que j'avais lus, T'embrasser sous la neige et Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés. Ils étaient quand même plus costauds au niveau du nombre de pages, au niveau de l'intrigue, au niveau de la construction, et du coup l'attachement des personnages et tout. Là, on voyait le truc arriver gros comme une maison, c'est arrivé effectivement gros comme une maison. Et dans le côté comédie romantique de Noël, autant dans les 2 autres, il y avait bien le côté comédie, il y avait bien le côté Noël, il y avait aussi le côté romantique. Là, dans celui-ci, le côté romantique, il est là à 300%. Voilà. Donc, ouais, mais c'est quand même pas trop mon truc. Hein. Je suis quand même pas très romance au final. Mais voilà, je l'ai lu, j'en ai encore un autre d'Emily Blaine, du coup, bah, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je le lirai, je ne sais pas. Si j'arrive à le caser avant Noël, je le lis avant Noël, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout, et puis comme j'ai lu celui-ci, je suis pas forcément très motivée. Je pense que je vais partir sur mon Lisa Gardner et que je vais laisser de côté le Emily Blaine que je lirai l'année prochaine. Voilà. Ensuite, ce tout petit livre de chez 10-18 que j'ai reçu en service presse, il m'a tiré beaucoup en fait quand j'ai reçu le catalogue 10-18. C'est un livre de Anne Perry. Alors, les livres de Anne Perry, j'en ai lu. J'avais lu il y a très longtemps le premier tome de Charlotte et Thomas Pitt et j'avais pas tant accroché que ça. Et puis, enfin je sais plus pourquoi j'avais pas tant accroché que ça. J'avais lu ça quand ? Je pense que j'avais acheté ce livre à la Fnac Saint-Lazare quand je travaillais à côté, donc genre il y a 12-13 ans. Et puis oui, j'avais pas trop accroché. Et je sais plus comment c'était revenu. Alors j'ai relu le 1 et j'ai lu d'autres tomes il y a 4-5 ans. Et je sais plus comment c'est venu, je sais plus si j'avais retenté le 1 et j'avais parlé avec une tricoteuse sur Instagram qui m'avait donné envie de lire la suite, ou est-ce que c'est elle qui en parlant m'avait dit mais tu sais tu devrais retenter, je sais plus comment c'était venu.
Mais en tout cas, j'avais repris la série en relisant le tome 1 avec lequel j'avais beaucoup accroché. Et puis, j'avais lu les tomes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 9 est dans ma palle depuis de nombreuses années et je ne l'ai pas sorti. C'est une série que j'aime beaucoup, mais elle est lente, globalement. Les livres, ils sont un peu épais, c'est pas des livres de 200 pages, c'est pas des livres aussi fins que celui-ci. Et je fais tout tomber aujourd'hui. Et globalement, c'est lent, hein. On est justement en Angleterre au début des années 1900. C'est pas des dialogues ping-pong à la Alexis Leipzger. On n'a pas une intrigue incroyable. Enfin, bon, si, c'est pas mal. Mais bon, on n'a pas un suspense de folie ni quoi que ce soit. Anne Perry, elle y va fort hein, avec ses personnages. Dès le tome 1, on voit où est-ce qu'elle a mis la barre. Hein, c'était pas mal. Et là où elle est assez douée et où ça irrite quand même le lecteur, c'est que le dénouement est dans les 5 dernières pages, hein, voire même dans les 2 dernières pages. Donc jusqu'au bout, on ne sait pas qui a commis tel ou tel meurtre. Moi qui suis habituée aux Agatha Christie où on a genre un tiers, on arrive petit à petit dans l'intrigue et puis on a le meurtre, puis le second tiers où il y a tous les interrogatoires, etc. Puis le dernier tiers, c'est Poirot qui explique comment il est arrivé au dénouement et il explique tout dans le détail et tout. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, on n'est peut-être pas sur des tiers, on est peut-être plutôt sur un peu moins que ça pour le dénouement, mais voilà, le dénouement a une place très importante dans les Poirot, dans les Agatha Christie. Là, absolument pas. Absolument pas. Et des fois, c'est un peu le hasard. On n'arrive pas à cette conclusion-là par la réflexion. On arrive à ce dénouement-là parce que on arrive dans une rue et on voit que quelqu'un est en train de commettre le crime. Ah bah en fait, c'était lui. D'accord, mais elle est où la réflexion, elle est où Donc sur ça, c'est un petit peu particulier. Mais c'est un régal d'avoir toute cette ambiance, d'avoir... je crois que c'est les cabs leur espèce de, je sais pas comment dire, de moyen de transport quelque part avant les voitures. Il y a beaucoup de choses au niveau de la place des individus dans la société, notamment Charlotte. Charlotte est une jeune femme, donc elle n'a pas le droit de faire beaucoup de choses, dont lire le journal. Hein, son rôle, c'est de passer son temps chez différentes personnes à boire le thé, ça s'arrête là. Thomas Pitt, il est policier. Ah oui, d'accord, mais quand on est policier, on passe par la porte de service, hein, on prend pas quand même l'entrée principale. Déjà, ça pourrait faire mauvais genre. Et puis, en plus de ça, voilà, policier, c'est un milieu social pas génial, quoi. Donc voilà, il y a tous ces a priori-là, ces préjugés, etc. Et puis, on assiste lors des après-midi où chaque personne va prendre le thé chez le voisin, chez gna 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 gna. On assiste à des discussions qui sont juste un délice parce que on est sur des phrases, sur des dialogues. Alors, comme je dis, c'est pas du ping-pong, mais au milieu de sacrées phrases bien tournées, on a des réflexions, des remarques, des fois des saletés qui sont dites. Parfois, les phrases ne sont pas enrobées, mais c'est au milieu d'un long discours, etc. Puis bam, il y a des espèces de choses qui fusent. Voilà, c'est assez rigolo, assez surprenant. Bon, après, Charlotte, elle a pas sa langue dans sa poche. Hein. C'est bien ce qu'on peut lui reprocher. D'en parler, j'ai très envie de reprendre cette série. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Puisque les tout premiers... non, j'ai plus ça en tête, mais j'avais regardé sur Wikipédia, les tout premiers sont sortis il y a vraiment longtemps, alors que les derniers sont assez récents. Donc, je sais pas si elle continue d'écrire sur cette série Charlotte et Thomas Pitt, mais voilà. Et puis après, en plus de cette série, il y a eu des sortes de dérivés, puisqu'il y a pas très longtemps, il y a une série qui est sortie avec le fils de Charlotte et Thomas Pitt, et là on est un peu aussi sur un dérivé puisqu'on va suivre une ancienne gouvernante de Charlotte et Thomas Pitt.
Voilà, donc ouais, vraiment c'était une chouette série. Et puis bon, Anne Perry, je vous invite à lire sa biographie sur Wikipédia ou autre. Elle a commis un meurtre quand elle était jeune en fait. Voilà, je vous fais ce petit teasing, donc si vous ne le savez pas, renseignez-vous. Ça donne un autre sens. Et pourtant, elle est, comme je vous dis, sur ces histoires de crimes. C'est pas du cosy mystery, mais il y a cette ambiance, voilà, cette ambiance enfin, presque, on serait dans du Downton Abbey ou dans la Villa aux Étoffes, alors presque, pas tout à fait, mais on a cette ambiance avec justement des domestiques et tout, mais il y a des meurtres, quoi, enfin, donc c'est cette ambiance, mais un peu noire, voilà. Et donc, un Noël à Eaton Square, donc tout fin comme livre, vraiment tout fin, 164 pages, c'est rare que je lise des livres qui ont aussi peu de pages, non pas que je lise des pavés, mais 164 pages, c'est vraiment tout fin. On retrouve, comme je vous disais, Gracie, pardon, qui était gouvernante de Charlotte et Thomas Pitt. Et en fait, bon bah elle, maintenant, elle est plus gouvernante, elle s'est mariée à un policier, elle a des enfants, 3 enfants. 3 enfants très rapprochés, pas très grands, genre 3, 4, 6 ans ou un truc comme ça. Et en fait, eh bien, il y a une jeune fille qui vient la voir, une jeune domestique, qui a un poste en fait quelque part. Gracie connaît cette domestique parce que par le passé, elle a été amenée à l'aider, notamment dans une affaire de son mari, etc., etc. Et puis, cette jeune domestique vient demander de l'aide, elle a peur dans son poste, et elles vont inverser les rôles. Enfin, en fait, Millie va faire comme si elle était malade et Gracie va se présenter chez les patrons de Millie pour proposer de la remplacer les quelques jours où Millie serait souffrante. Et Gracie va essayer elle-même de mener son enquête pour en savoir un petit peu plus. Voilà. On est dans cette ambiance, Downton Abbey. C'est pas une enquête incroyable ni quoi que ce soit, mais voilà, il y a un peu de suspense. Et pour moi, je rejoins ce que je vous disais avec le clocher de Noël, mais cette ambiance à la Downton Abbey, en Angleterre, début des années 1900, bah pour moi, tout ça, même si, bon là c'est mis un Noël à Eaton Square, parce que vraiment, on est à l'approche de Noël, donc Gracie veut bien remplacer Millie, mais à condition que le 24 décembre, elle soit rentrée chez elle. Hein. Et puis son mari a quelques jours pour les fêtes. Je sais pas si c'est quelque chose qui existait vraiment à cette époque-là. Bref. Donc bon, c'est vrai qu'il y a tout ça, mais ne serait-ce que cette ambiance à la Downton Abbey, pour moi, c'est vraiment Noël. Peut-être parce que les 50 000 fois où j'ai regardé la série Downton Abbey, j'ai regardé à la période de Noël, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment tout ça que j'aime beaucoup. Et donc, ça m'a donné très envie de relire des Anne Perry pour justement cette ambiance, en fait. Cette ambiance et puis les personnages. Charlotte, c'est un sacré personnage. Voilà, donc un Noël à Eaton Square chez 10-18, livre écrit par Anne Perry. Et je vais terminer par La disparue de Noël de Rachel Abbott chez Charleston Noir. Alors, c'est un livre qui m'avait été offert quand j'avais été dans les locaux Charleston. J'avais pu choisir quelques livres et j'avais pris celui-ci que je comptais bien sûr lire aux alentours de Noël. Voilà. Alors, je pense que c'est peut-être le premier que je lis dans la collection Charleston Noir. Je sais plus. Mais voilà, la couverture et tout. Et donc, j'y suis allée, j'ai commencé le livre, j'ai accroché tout de suite. Alors, pour la petite histoire, j'étais chez le coiffeur. Quand j'ai lu le prologue, en général, quand je vais chez le coiffeur, je lis pas grand chose parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a tout le monde qui parle, etc. etc. Et en fait, non, j'ai été bien accrochée par l'histoire, donc... commencer un livre, c'est jamais trop évident, même si moi j'ai tendance vraiment à enchaîner mes lectures, c'est-à-dire que je finis un livre, je note dans Babelio que j'ai fini le livre, je note dans Babelio que je commence un livre, et
2 secondes après, je commence un nouveau livre. Mais c'est vrai que même si ça se passe comme ça, même si j'enchaîne de cette façon-là, bah il y a quand même le côté où je sors d'une histoire avec des personnages que j'ai bien aimés, que je retrouverai avec plaisir lorsque je vous en parlerai en vidéo ou lorsque j'en parle en post Instagram. Et donc même si j'enchaîne mes lectures, eh bien des fois se plonger dans un nouveau livre, ça demande un petit effort de concentration, etc. Mais alors là, pas besoin, le prologue est hyper prenant. Vraiment. Et puis après, bah, on enchaîne avec avec l'histoire, etc. L'histoire qui se passe 6 ans, je crois. 6 ans après. Ouais, 6 ans après le prologue. Et on a 553 pages, remerciements compris. Alors, dans ce livre, en fait, je vous parle de quoi? Je vous parle du prologue. Oui, je vous parle un peu du prologue. En fait, dans le prologue, on suit Caroline, qui a une petite fille, Natacha, qui a 5-6 ans. Et en fait, Caroline a un accident de voiture, mais on suit Caroline. Voilà. Et alors, elle va pas se sortir de son accident de voiture. Mais on suit Caroline. On la suit, on voit ce qui se passe, etc. Je sais plus si c'est écrit à la première personne. Non, c'est pas écrit à la première personne, mais c'est très prenant. On arrive vraiment bien à s'identifier à elle. C'est pour ça que je pensais que c'était écrit à la première personne. Voilà. Et donc, ça se termine. Le prologue se termine. Eh bien, accident de voiture. Caroline est décédée, mais la petite est vivante. Mais elle disparaît. Et on ne la retrouve pas. Et ensuite, on commence l'histoire. 6 ans après, et ben en fait, elle n'a toujours pas été retrouvée parce que bah, le papa n'est pas décédé, il n'était pas dans cette voiture ni quoi que ce soit. Le papa s'appelle David et il va refaire sa vie. Il a rencontré Emma. Avec Emma, il a un petit garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, un petit garçon qui a 1 an et demi. Et eh bien, on retrouve un corps d'une ado en fait, qui pourrait être Natacha. Elle a l'air d'avoir effectivement 12-13 ans, mais ça va un petit peu plus loin que ça. Ça dérive la vie d'Emma, parce qu'au final c'est plutôt elle qu'on suit. On la suit plus que David. Sa vie bascule totalement. Elle va vivre des choses horribles en tant que maman. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. Il est très bien, il est très très bien. Ça fait longtemps que j'ai beaucoup enchaîné les lectures. Je vous ai dit, j'ai lu des livres qui étaient chouettes et tout, mais un livre qui frôle comme ça le coup de cœur. Alors c'est pas le cas parce qu'on n'est pas sur un roman policier avec un dénouement extraordinaire, parce que c'est pas trop ça. Ou alors il y avait un dénouement, mais je l'ai deviné assez vite. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de l'histoire, comment c'était écrit, c'était voilà, c'était très très prenant. Et je sais plus, à genre 35-40 pages, je me dis, mais c'est un tome 1, ce livre. Vous savez que j'aime beaucoup lire des séries, mais j'aime beaucoup lire les séries dans l'ordre, parce que souvent quand il y a des séries de livres, notamment quand il y a des enquêteurs, mais pas que, là vous voyez il y a mes Charleston, il y a Les héritières de Love and Off, il y a La Villa aux étoffes, il y a Les 7 sœurs, c'est toujours chouette de lire ces livres, mais c'est des séries et on les lit dans l'ordre parce que il y a tout un fil rouge, soit on est sur une enquête, sur des enquêtes, des romans policiers, et dans ces cas-là en fil rouge on a la vie personnelle de l'enquêteur principal, soit on est sur des livres comme ça de famille qui évoluent, qu'on suit au fil des années, et voilà. Donc j'aime bien, puis l'ordre est très important. Je ne peux pas lire un livre qui n'est pas un tome 1, quoique je l'ai fait. Et c'est voilà, c'est quelque chose qui va m'agacer, etc., etc. Et donc, bah, j'étais bien dans le livre, hein. J'étais déjà bien dans le livre, j'étais bien accrochée, j'étais déjà bien attachée au personnage et tout, puis... En fait, la réflexion, je me suis pas demandé si c'était un tome 1, c'est pas ça. Je me suis dit, mais j'aime bien, il n'y aurait pas des suites quand même à ce livre. Parce que j'accroche bien avec le personnage, notamment l'enquêteur Tom, je sais plus son nom, Tom Douglas, je crois. J'accroche bien avec lui. J'aimerais bien le retrouver en fait dans une autre enquête et tout. Ah oui, mais en fait ce livre est un tome 4 ou tome 5, je ne sais plus, d'une série effectivement avec Tom Douglas, donc ça me risque de me spoiler
pas mal de petites choses dans sa vie privée. Mais malgré tout, j'ai tellement accroché avec ce livre que j'ai mis le tome 1 dans ma wishlist. J'ai vraiment envie de le découvrir. Elle a aussi fait des one-shots. Mais voilà, cette série-là me plaît beaucoup. Ouais, à l'intérieur, il n'y a rien, hein, y a rien qui dit que c'est pas un tome 1. Il n'y a pas la liste de ces autres livres. Pourtant, les autres, enfin en tout cas le tome 1 est aussi paru en poche chez Charleston. Alors en grand format, celui-ci était sorti chez Belfond. Mais bon. Alors moi j'aime bien lire les livres de chez Charleston et j'aime beaucoup, notamment sur... alors j'aime bien les grands formats, parce que j'aime bien toucher le papier, j'aime bien toucher les polices de caractère dessus. Mais ce que j'aime bien dans les poches, c'est qu'on retrouve cette police de caractère très caractéristique de chez Charleston et moi j'aime vraiment beaucoup. C'est important pour moi les polices de caractère, j'aime les polices de caractère, j'aime la couleur du papier, j'aime lire mes livres en format papier de toute façon et j'aime vraiment tout ça. Voilà, donc super découverte. J'ai été prise, mais vraiment, j'ai été prise dans le livre. J'avais un peu du mal à m'en détacher et tout. J'ai pas été très en forme tout le temps quand je l'ai lu. J'ai pas eu un rythme de folie. Je suis en vacances, mais les enfants aussi. Bon, j'ai pas lu autant que si j'étais toute seule à la maison sans travailler, hein, ce qui n'arrive jamais. Mais globalement, il était vraiment bien. Et cette série me plaît. Si vous avez déjà lu d'autres livres de cette série, même si vous êtes totalement à jour et tout, je veux bien vous me donniez votre avis et tout, parce que là j'ai l'impression d'avoir fait une petite découverte, et voilà. Alors moi qui voulais faire très attention à pas commencer des nouvelles séries tant que j'en avais pas lu d'autres, bon, j'ai échoué avec celui-ci, je me suis vraiment fait avoir. Et puis il a disparu de Noël, est-ce qu'on a vraiment une ambiance de Noël? Pas trop. Alors de mémoire, j'ai pas de souvenir d'avoir vu des sapins, j'ai pas souvenir d'avoir vu des décorations de Noël ou des chants de Noël, je sais plus. Soit elle a disparu, Caroline au début, enfin non, elle a pas disparu. Soit elle est décédée et c'est la petite Natacha qui a disparu à la période de Noël, je me rappelle même plus. Pourtant, je l'ai terminé hier. Hein. Je me rappelle plus le lien de Noël, j'étais prise par le reste en fait. Voilà. Écoutez, pourtant c'est ce qui m'a accroché au début. C'est pour ça que j'ai choisi ce livre et c'est pour ça que je l'ai lu à ce moment-là en me disant voilà, je vais lire un livre de Noël. Non, mais super bien. Voilà, très belle découverte, La disparue de Noël. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé avec cet épisode spécial Noël. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous retrouve très vite du coup pour d'autres épisodes de podcast lecture, d'autres vidéos sur ma chaîne. On va faire des bilans de l'année, on va se mettre des petites envies tricotesques et livresques pour 2023 et tout. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes en famille ou avec vos proches et à très bientôt.